Mes chers concitoyens, bonjour à tous. J'interviens aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 novembre, pour commenter à chaud une actualité brûlante qui vient de Roumanie. Hier, dimanche 24 novembre, avait lieu le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie, selon des modalités qui sont assez voisines des modalités de l'élection présidentielle française. D'ailleurs, il y avait 13 candidats pour le premier tour, un peu comme il y en avait 10 ou 11 régulièrement pour l'élection présidentielle française. Alors, à en croire la presse internationale, les journaux, les quelques sondages qu'on dévoilait ici ou là, et puis surtout une grande indifférence d'ailleurs, puisque beaucoup de Français ne savaient même pas qu'il allait y avoir une élection présidentielle en Roumanie, eh bien, il paraît-il, tout à fait entendu que c'était le Premier ministre sortant, M. Marcel Ciolacu, qui allait l'emporter haut la main, qui est un Premier ministre du Parti social-démocrate, bon, le style Hollande, le style mou, européiste, etc., très pro-européen, et donc c'était lui qui, paraît-il, devait l'emporter facilement. Et puis est arrivée la fin de l'élection, les résultats ont commencé à sortir, à être compilés, et à 22h18, très exactement, un certain nombre de journaux, notamment je crois qu'il y a eu une dépêche de l'AFP en ce sens, mais notamment le journal Ouest France, a titré que ça y est, le résultat était sorti et que c'était le Premier ministre pro-européen qui l'emportait, qui arrivait premier au premier tour. Puis alors c'était vraiment en titre. Alors si on allait regarder un petit peu, c'était un petit peu plus nuancé dans le corps du texte, mais enfin le titre ne souffrait aucune ambiguïté, c'était bien pour Ouest France, comme d'ailleurs pour un certain nombre d'autres médias français, eh bien, à 22h19, le Premier ministre pro-européen roumain arrivait en tête de l'élection présidentielle comme prévu, et donc allait être élu. Bien. Et puis, les choses ne se sont pas passées comme ça, en fait. C'est-à-dire que il s'agissait à l'époque de sondages sur sortie des urnes qui portaient seulement sur 50 ou 60%. Et on lui donnait d'ailleurs, d'après Ouest France, il allait avoir 25%, le monsieur Ciolacu, voilà, qui arrivait en tête. Et puis en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque les résultats ont commencé à affluer, à arriver, puis on a vu que petit à petit, il baissait dans les résultats, et qu'il y avait quelqu'un qui montait très très fort, qui était un candidat dit indépendant, qui s'appelle Calin, c'est son prénom, c'est assez curieux, Calin Georgescu, qui se présente sans étiquette, qui est candidat indépendant, mais qui est assez connu, qui est à la tête d'un mouvement politique que les médias, à la botte des oligarques, en France comme dans le reste de l'Union européenne, appellent un mouvement d'extrême droite, pro-russe, voilà. Donc évidemment, il a tous les défauts du monde. En fait, ce monsieur n'est pas d'extrême droite. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle l'extrême droite, bien entendu. Mais enfin, c'est pas un mouvement raciste, c'est pas un mouvement antisémite, c'est pas un mouvement qui prône la violence, c'est pas un mouvement qui refuse les élections. C'est ça, un mouvement d'extrême droite, normalement. Bon. Non, c'est un mouvement conservateur et c'est un mouvement d'inspiration, en fait, un peu trumpiste ou souverainiste. C'est-à-dire que lui, ce qu'il veut, c'est que rendre aux Roumains leur souveraineté sur la Roumanie, donc il a des prises de distance tout à fait significatives d'avec l'Union européenne. Et puis s'agissant de l'Ukraine, avec laquelle la Roumanie a une longue frontière, donc les Roumains se méfient considérablement des Ukrainiens. Donc lui, il veut arrêter de subventionner le régime néo-nazi de Zelensky. Et puis les Roumains ont une tradition quand même de voisinage avec la Russie. C'était pendant des décennies, ça a été un des pays importants du pacte de Varsovie et du Comecon, même s'il y avait une tradition d'indépendance roumaine qu'incarnait Ceausescu. Et donc, ce monsieur Georgescu, dans son programme, il y a l'idée de faire la paix et d'arrêter d'être en conflit avec la Russie. Alors évidemment, aussitôt, à partir du moment, si vous n'êtes pas dans le narratif européiste ultra hystériquement anti-russe, si vous n'êtes pas hystériquement anti-russe, c'est que vous êtes pro-russe. Voilà. Il n'y a jamais de demi-mesure. Voilà. Si vous êtes pour la paix, pour l'indépendance nationale, c'est que vous êtes le dernier des derniers. Enfin, c'est dans le monde dans lequel nous vivons. Voilà. Alors, en réalité, ce monsieur Georgescu a grimpé dans les résultats jusqu'à atteindre et dépasser le résultat du prétendu favori des sondages, de M. Ciolacu, qui, lui, a terminé
a terminé en fait non pas à 25% comme le titrait Ouest France à 22h19 hier, bien imprudemment, il a terminé à 19,15%. Excusez du buzz, c'est quand même 6 points de moins que le titre du journal Ouest France et d'une certaine partie de la presse française. Quant à monsieur Georgescu, lui, il termine en fait à 22,95, c'est-à-dire à 23%. C'est-à-dire qu'il a creusé un écart. C'est-à-dire que ce représentant qui, paraît-il, est le représentant de l'extrême droite pro-russe et anti-européenne, arrive largement en tête. Alors ça a été le coup de théâtre de la nuit. Il s'y est ajouté un deuxième coup de théâtre ce matin, en fin de matinée, c'est qu'il y a eu le vote de ce qu'on appelle la diaspora, les Roumains de l'étranger, comme il y avait des Moldaves de l'étranger. Sauf qu'en Moldavie, l'élection a été truquée par des résultats de la diaspora. On en est quasiment certain parce que statistiquement, c'est absolument improbable le redressement phénoménal qu'il y a eu avec les quelques derniers pourcentages de vote. En tout cas, là, ça n'a pas joué de la même façon. C'est-à-dire que la diaspora, les Roumains travaillant à l'étranger, ont voté encore plus massivement, finalement, pour le candidat anti-européen et pro-paix, pacifique, qui était M. Georgescu, et contre Monsieur Ciolacu, le Premier ministre sortant. Mais ces Roumains ont voté également, notamment les Roumains expatriés. Il y en a certains qui voulaient voter pour un mouvement qui n'était pas anti-européen, mais qui voulait lutter contre la corruption phénoménale qui existait sous le régime qui est en train de se terminer en Roumanie, et qui donc ont voté pour une troisième venue qui s'appelle Madame Elena Lasconi, qui elle est d'un parti qui s'appelle Union pour la Roumanie, qui est un peu un parti centriste, un petit peu du style En Marche de la grande époque 2017. C'est un parti qui se veut un parti de rassemblement, qui est pro-européen, qui milite pour que la Moldavie entre dans l'Union européenne. La Moldavie, c'est quand même le voisin de la Roumanie. Et à la surprise générale ce matin, eh bien, elle a dépassé le Premier ministre sortant, qui a terminé, comme je le disais, à 19,15, alors qu'elle a terminé d'un tout petit point, un pouillème de points, je crois 19,17 ou 18%, mais elle est passée devant. Ce qui, évidemment, a une conséquence extraordinaire, c'est que le candidat, paraît-il, favori de Bruxelles, de la Commission européenne, des sondages, le Premier ministre sortant, tout ce qu'on nous avait présenté comme étant le type qui devait être élu sans coup férir, ne franchit même pas la barre du premier tour. Il est éliminé dès le premier tour, il arrive troisième. Alors, j'ai plusieurs enseignements à tirer de cette affaire et c'est pour ça que je voulais vous attirer votre attention dessus. Le premier enseignement, c'est que j'ai pointé du doigt Ouest France à dessein, parce que Ouest France est un journal qui est l'un des journaux les plus d'ailleurs diffusés dans l'ouest de la France, et qui est un des journaux typiquement européistes, ultra-européistes, et qui développe depuis des années toute l'idéologie qui est en train de détruire la France. Ultra pro-européiste, ultra pro-vaccin, ultra pro-ukrainien, ultra anti-russe, ultra anti-Frexit, etc., etc. Ouest France n'a jamais, ou pratiquement jamais, consacré quelques pages que ce soit ni à ma personne, ni à l'UPR, ni au Frexit, ni au débat sur l'euro, ni à des débats un petit peu sensés et assez élevés, à la fois sur l'histoire de l'Ukraine, sur la Russie, etc., etc., etc. C'est vraiment la pensée unique, comme si elle dégoulinait du plafond. Et Ouest France ne supporte pas, comme d'ailleurs de plus en plus de dictateurs de la pensée, ne supporte plus d'être sur Twitter, sur le réseau X d'Elon Musk, parce que désormais, un vent nouveau s'est levé, notamment encouragé par l'élection de Donald Trump, et donc il y a énormément maintenant d'internautes qui ne laissent plus rien passer à tous ces faussaires de l'information. Et donc, Ouest France a annoncé avant-hier, en prenant des grands airs de morale, en disant qu'il se retirait. Il se retirait du réseau Twitter, du réseau X, parce qu'il ne pouvait pas approuver un réseau qui était fondé sur la haine et sur la désinformation. Alors, qu'est-ce qu'appelle la haine et la désinformation Ouest France, comme d'ailleurs BFM TV, CNews, TF1, LCI, etc., tous les grands médias du pays, mais aussi
ces titans de la pensée politique que sont Madame Anne Hidalgo, Monsieur Benoît Hamon qui a annoncé qu'il allait quitter Twitter en disant « je ne supporte plus ces atteintes à la démocratie », en fait, ce sont des fachos qui ne supportent pas d'être tout simplement confrontés au réel. Voilà. Le problème, c'est pas la haine. Le problème, c'est qu'effectivement, quand ils disent des carabistouilles, quand ils titrent, par exemple, que le premier, celui qui est arrivé en tête, c'est le ministre pro-européen, bien entendu, ils ont sauté tout de suite aux conclusions. Eh bien, s'ils étaient restés sur Twitter, il y aurait eu aussitôt des milliers d'internautes qui leur auraient dit « mais attendez, vous fichez le qui, au fait ?» Voilà. C'est-à-dire qu'ils ne supportent plus d'être fact-checker, comme on dit, c'est-à-dire, ou débunker, comme on dit également, tous ces anglicismes, tous ces américanismes, c'est-à-dire tout simplement d'être confrontés à la réalité et que leurs mensonges éclatent. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer. Lorsque M. Benoît Hamon explique que maintenant il ne supporte pas Twitter, c'est parce que moi je l'ai vu, Benoît Hamon, pendant la présidentielle de 2017. C'est quand il disait n'importe quoi sur une autre Europe, une Europe sociale, il n'y avait jamais un seul journaliste qui était là pour lui dire « mais M. Hamon, vous faites comment pour convaincre les 26 autres membres de l'Union européenne ? Mais M. Benoît Hamon, lorsque vous dites qu'on ne peut pas sortir de l'Union européenne parce qu'on en a les subventions, pourquoi vous n'expliquez pas aux Français que ces subventions européennes, c'est nous qui les surfinançons et que ça nous coûte en plus les yeux de la tête, etc., etc. » Donc, en fait, ces dirigeants ne supportent pas, en fait, d'être confrontés à des véritables journalistes. La caste des journalistes, qui souvent, d'ailleurs, ne sont que des victimes d'un système économique, de ce qu'on appelle le gouvernement économique de la presse, c'est-à-dire, en fait, une presse muselée par les puissances d'argent, comme le dénonçait le programme du Conseil national de la résistance de 1944. Je rappelle que lorsque De Gaulle est arrivé au pouvoir, les résistants français ont fermé toute une série de journaux, à commencer par le journal Le Temps, qui était le prédécesseur du journal Le Monde, qui s'était vautré dans la collaboration avec l'étranger. Et le programme du CNR, c'était justement de libérer les médias, la presse, comme on disait, des puissances d'argent. Eh bien, nous en sommes là. Il va falloir libérer la presse des puissances d'argent. Donc, l'un des très grands événements qui est en train de se passer, qui nous vient des États-Unis, c'est que l'élection de Donald Trump a provoqué une onde de choc, une espèce de souffle de libération qui commence à produire ses effets comme une onde progressive, assez comparable en définitive à ce qui s'était produit en Europe avec la Révolution française de 1848, et contre Louis-Philippe, et qui avait provoqué ce qu'on avait appelé le réveil des nations contre les empires. C'est ça qui est en train de se produire. C'est que l'élection de Donald Trump est en train de réveiller dans le monde occidental, les pays de l'OCDE, les pays de l'Union européenne tout particulièrement, un véritable réveil des peuples, et qui comprennent qu'en fait, tout est dans leurs mains. Voilà. Ils peuvent changer les choses. Il suffit d'une chose, il suffit qu'ils comprennent quelque chose de fondamental. Ils ne doivent plus se laisser imposer la problématique, la compréhension des faits, des événements, la lecture des événements par des journaux, par des médias qui sont possédés soit par les États, soit par des oligarques qui veulent la destruction des nations. Voilà. Je voyais par exemple comment on présente M. Georgescu, qu'il est pro-russe, qu'il est d'extrême droite, etc., etc. Non, M. Georgescu n'est pas pro-russe, il est pro-roumain. Voilà, et il considère qu'il est de l'intérêt vital de la Roumanie de bien s'entendre avec son immense voisin qui s'appelle la Russie. Ça n'est pas être pro-russe, ça n'est pas être d'extrême droite, ça s'appelle avoir du bon sens. C'est exactement comme moi lorsque je dis depuis 17 ans et demi qu'il faut que la France sorte de l'Union européenne, que la France doit entretenir de bonnes relations avec la Russie, avec la Chine. Je me suis fait insulter, brocarder, traîner dans la boue depuis des années sur le fait que je recevais les fameuses valises de Poutine, de Xi Jinping, etc., etc., que j'étais pro-russe, que j'étais complotiste, que j'étais conspirationniste, d'extrême droite, etc. Tout ça pour essayer de me salir, alors qu'en réalité, je ne fais que défendre les intérêts de la France. Alors, on ne sait pas ce qui va se passer pour le deuxième tour. Quand on regarde la configuration des forces, il est quand même assez probable que c'est Madame Elena Lasconi qui va être élue, puisque les réserves de voix de M. Georgescu, il est arrivé en tête, mais avec 22,95% des suffrages. Il peut compter sur le soutien probable d'un autre candidat également qualifié d'extrême droite, qui s'appelle Georges Simion,
a été député européen et qui est aussi sur la longueur d'onde anti-Union européenne, etc., mais qui a fait 13,8 ou 13,9% des suffrages. Enfin, 23 plus 13, ça ne fait jamais que quelque chose comme 36, 37. À mon avis, enfin, quand on regarde les autres candidats qui vont appeler probablement à voter pour Madame Elena Lasconi, probablement elle va l'emporter au deuxième tour. On ne sait pas, il peut y avoir des surprises, mais enfin, on ne sait pas. Donc l'affaire n'est pas encore entendue. Mais ce qui veut dire, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on voit bien que tous les pays de l'Est, les uns après les autres, se rebellent contre la construction européenne, se rebellent contre l'hystérie anti-russe, parce qu'ils sont en première ligne. Si vous êtes roumain, si vous habitez ou en République slovaque ou vous êtes en Hongrie, etc., vous n'êtes pas comme en Californie à 12 fuseaux horaires de la Russie. Ils sont juste à côté et eux, ils n'ont pas envie d'être entraînés par la folie ambiante des dirigeants euro-atlantistes vers une guerre, un conflit frontal avec la Russie. Voilà. Alors, nous allons voir ce qui va se passer la semaine prochaine. D'ores et déjà, je lance ici un appel. Vous avez des gens, j'en disais tout à l'heure, des médias qui appellent à quitter le réseau Twitter. En fait, c'est tout simplement parce qu'ils ne supportent pas la contradiction. Ils ne supportent pas qu'on leur montre leurs mensonges. Alors, si j'ai un mot d'ordre ici à lancer, c'est qu'il faut, premièrement, bien sûr que vous restiez tous sur Twitter, plus que jamais, que vous fassiez abonner le maximum des membres de votre famille, de vos amis, de vos collègues au réseau Twitter pour qu'ils interviennent, qu'ils se renseignent, parce que c'est une immense en fait démocratie où tout le monde peut parler, tout le monde peut dire ce qu'il a à dire. Et puis avec Elon Musk qui a levé toute la censure mais qui a créé les notes de la communauté, on peut voir de temps en temps il y a des notes qui montrent que telle ou telle information est fausse. Parce que les gens qui disent oui, il y a de la désinformation sur Twitter et dans les grands médias alors, ça n'est que ça. Ça n'est que ça. Il faut par ailleurs que vous laissiez tomber les grands médias. Les grands médias français sont vos ennemis numéro 1. Quiconque écoute les grands médias français est sûr de se faire avoir et au bout du compte de se laisser entraîner à voter pour les bourreaux qui sont en train de les détruire. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, les grands médias sont en train de s'effondrer. MSNBC est au bord du dépôt de bilan. On prête d'ailleurs l'intention à Elon Musk peut-être de racheter ce réseau de télévision qui a chuté d'une façon considérable, tellement ils ont donné d'informations fausses. La chaîne CNN, qui avait encore 13 millions d'auditeurs en 2016, est tombée à 900 000. Ils ont perdu à peu près 90% de leurs auditeurs. En France, LCI est en train d'être en très mauvaise posture. Il n'y a plus que 1,6% de part de marché. Et pourquoi ? Parce que les Français en ont assez. Ils en ont assez d'écouter LCI, qui a été rebaptisé par beaucoup d'internautes LCU, la chaîne ukrainienne. Je rappelle que LCI nous a vendu, et c'est pas la seule, nous a vendu que Macron était un génie. C'était le Mozart de la finance. Un résultat, il a ruiné la France peut-être pour des générations et des générations. LCI nous a vanté les mérites de l'injection ARNM. Paraît-il que c'était que parfait, la protection était parfaite, il n'y avait aucun effet secondaire. Ils ont menti. LCI nous a expliqué que la Russie avait agressé l'Ukraine sans jamais expliquer tout ce qui s'était passé avant 2022, toutes les agressions commises depuis 2014, sans non plus expliquer bien aux Français la trahison qu'avaient faite Merkel et Hollande vis-à-vis de Poutine en ne respectant pas les accords de Minsk. LCI nous a fait défiler sur son plateau des généraux d'opérette qui sont des escrocs, comme le général Yakovlev, qui explique depuis 2 ans et demi que l'armée russe est absolument nullissime. LCI nous a expliqué que l'armée russe devait acheter des réfrigérateurs pour sortir les puces et les mettre pour faire fonctionner ses armes. En réalité, l'armée russe a des armes, notamment des missiles. On l'a vu récemment lorsque la Russie a envoyé un missile sur la ville de Dniepropetrovsk. La Russie a des armes qu'aucun pays occidental, à commencer par les États-Unis, ne sont capables d'arrêter et de détruire. LCI nous a expliqué que Vladimir Poutine était malade, il était moribond. Il avait 5 ans de cancer, la maladie d'Alzheimer, le syndrome d'Asperger, un complexe de supériorité, un complexe d'infériorité, les pieds plats, etc. Bon, etc.
Eh bien, face à ça, il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut arrêter de regarder LCI. Passez-vous le mot, voilà. Il faut arrêter de regarder tout ça, voilà. Et je m'adresse ici notamment aussi aux buralistes. Arrêtez de mettre en permanence en boucle LCI ou BFM TV ou je ne sais pas quoi. Mettez autre chose, je ne sais pas, passer des films. Il faut que les Français comprennent que les médias sont leurs pires adversaires, leurs pires ennemis. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est que nous n'avons plus rien à perdre puisque tous ces gens nous ignorent, ils nous cancellent comme on dit maintenant. Tous ces médias pourris qui mentent toute la journée ont décidé que le Frexit n'avait pas sa place dans les médias et qu'Asselineau n'existait pas. Ben, si Asselineau n'existe pas, c'est pas seulement moi qui n'existe pas, c'est vous. Ce sont les centaines de milliers de personnes qui sont abonnées à UPR TV. Ce sont les milliers, parfois les millions de personnes qui regardent mes vidéos. C'est vous qui n'existez pas. Hein ? Donc la meilleure chose à faire à tout ça, c'est de arrêter d'écouter tous ces médias. N'achetez plus les journaux, n'achetez plus Le Monde, Libération, Marianne, tout ça, ce sont des journaux qui sont possédés par vos pires ennemis. Vos pires ennemis, c'est-à-dire Macron qui tient les médias d'État, et c'est-à-dire les oligarques qui sont là pour détruire les nations, pour détruire vos services publics, détruire votre niveau de vie, détruire tout ce qui a été la grandeur de la France, tout ça pour le plus grand profit de leur propre personne. Voilà ce que je voulais vous dire. Mettez-le en œuvre. Il faut absolument une véritable libération nationale qui doit passer par ça. Et il faut que dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent, tous les médias constatent un effondrement de leur audience auprès du public et commencent à se poser des questions. Comment se fait-il que notre audience s'effondre ? Ça sera le début de la révolution qui mettra à genoux l'oligarchie mondialiste qui est en train de détruire la France. Je vous remercie de votre attention.